Exploration biochimique du métabolisme lipidique. Alors, comme plan du cours, vous avez une introduction, ensuite un petit rappel vite fait sur les lipides et les lipoprotéines. Ensuite, on passe à l'exploration d'une anomalie lipidique. Donc, vous avez le prélèvement et l'aspect du sérum et le dosage des composants lipidiques. On termine avec les pathologies, ce qu'on appelle les dyslipidémies ou bien les dyslipoprotéinémies. Vous avez les hyperlipoprotéinémies et les hypolipoprotéinémies. Et on termine par une conclusion. En introduction, les dyslipoprotéinémies correspondent aux variations des concentrations des lipoprotéines usuelles et ou l'apparition de lipoprotéines anormales. Afin de pouvoir interpréter les anomalies du métabolisme lipidique, il est nécessaire tout d'abord de faire quelques rappels sur la composition, sur le métabolisme ainsi que le rôle des lipoprotéines. L'exploration des dyslipoprotéinémies comportera deux parties. Vous avez l'exploration usuelle qui met en œuvre les tests classiques pratiqués dans tous les laboratoires de biologie clinique, ce qu'on appelle le bilan de routine. Et vous avez l'exploration spécialisée qui est effectuée dans un deuxième temps et qui nécessitera pour sa mise en œuvre ciblée un dialogue clinico-biologique. Rappel sur les lipides et les lipoprotéines. Il faut noter que les lipides ont une double origine. Vous avez les lipides alimentaires, c'est-à-dire les lipides exogènes ingérés par notre alimentation, et vous avez les lipides endogènes synthétisés dans notre organisme, soit au niveau du foie, soit au niveau du tissu adipeux. Il faut noter que ces lipides qui sont insolubles doivent être véhiculés par un milieu aqueux qui est la circulation sanguine. J'ai dit, comme ces lipides sont insolubles dans l'eau, leur transport dans un milieu aqueux qui est le plasma nécessite sa liaison à des protéines ou bien sa combinaison à des protéines qui sont les apolipoprotéines, formant des agrégats macromolécules qui sont les lipoprotéines. Donc les lipoprotéines, c'est une association de lipides avec des protéines. Et en quelque sorte, ces lipoprotéines constituent une forme de transport des lipides dans la circulation sanguine. La fraction lipidique, elle est représentée par les triglycérides, vous avez les phospholipides et vous avez le cholestérol avec ses deux formes, libre et estérifié. Les lipoprotéines sont constituées d'une surface amphiphyte et d'un cœur hydrophobe. Au niveau de la partie périphérique, on trouve les apolipoprotéines, on trouve les phospholipides et on trouve le cholestérol libre. Pour les phospholipides, qui constituent une monocouche avec leur tête amphiphyte qui est dirigée vers l'extérieur. Par contre, la queue hydrophobe est dirigée vers l'intérieur. Par contre, le noyau des lipoprotéines est riche en cholestérol estérifié et en triglycérides qui sont des lipides hydrophobes. Classification et composition des lipoprotéines. Les lipoprotéines sont classées selon leurs caractéristiques physiques, donc selon leur densité, leur taille et leur mobilité électrophorétique. Et on verra également la composition chimique des différentes lipoprotéines, c'est-à-dire leur constitution en protéines et en lipides. Commençons par le premier critère, ou bien la première caractéristique physique, c'est la densité. Du fait de leur constituant lipidique, les lipoprotéines ont une densité hydratée inférieure à celle des protéines et variable selon les fractions. Justement, cette propriété permet de les séparer des protéines et de les séparer entre elles par ultracentrifugation de flottation. Après séparation des lipoprotéines en fonction de leur densité, on distingue 5 lipoprotéines. Vous avez les chylomicrons, c'est des lipoprotéines très légères. Ensuite, vous avez les lipoprotéines de très basse densité qui sont les VLDL. Ensuite, vous avez les IDL ou ce qu'on appelle les lipoprotéines de densité intermédiaire. Et après, vous avez les LDL qui sont les lipoprotéines de basse densité. Et on termine avec les HDL ou bien les lipoprotéines de haute densité. Ensuite, la séparation des lipoprotéines en fonction de leur taille. Donc, en voyant les différentes lipoprotéines, vous avez les chylomicrons, sont des particules très volumineuses. Ensuite, vous avez les VLDL, c'est des particules moins volumineuses que les chylomicrons. Ensuite, vous avez les LDL. Et à la fin, vous avez les HDL, c'est des petites molécules qui sont denses, mais elles sont de très petite taille. Après visualisation des différentes lipoprotéines par microscope électronique, voici les tailles correspondantes des différentes lipoprotéines.
Passons maintenant à une autre caractéristique physique, c'est la mobilité électrophorétique. Lorsqu'on soumet un échantillon sérique à l'action d'un champ électrique, on aura une séparation des différentes lipoprotéines en fonction de leur charge. Ceci, c'est-à-dire cette migration, elle se fait par rapport à leur composition en lipides polaires et en apolipoprotéines. Donc le profil électrophorétique obtenu est appelé lipidogramme ou bien lipoprotéinogramme. Par analogie à un protéinogramme, vous avez 4 fractions. Donc, vous avez une fraction qui ne migre pas et qui reste au point de dépôt. Ce sont les chylomicrons. Ensuite, vous avez une autre fraction qui migre dans la zone bêta. Ce sont les LDL. Une fraction qui migre en pré-bêta, c'est les VLDL. Et à la fin, vous avez une fraction qui migre le plus loin possible en zone alpha. Ce sont les HDL. Là, vous avez un tableau qui résume les différentes fractions lipidiques et protéiques des différentes lipoprotéines. Donc là, vous voyez par exemple les chylomicrons. Les chylomicrons, 94 de leur poids, ça reste des triglycérides. Par contre, elles contiennent uniquement 1 à 2% d'apolipoprotéines, contrairement aux HDL où 50% de leur poids, c'est des protéines. Donc les HDL sont très riches en protéines. Donc il faut noter aussi que les VLDL sont riches en cholestérol et en triglycérides et les LDL sont très riches en cholestérol. Justement, c'est cette composition lipidique et protéique des différentes lipoprotéines qui explique la séparation des différentes lipoprotéines en fonction de leur densité et leur migration en fonction de leur charge, c'est-à-dire en électrophorèse des lipoprotéines. Passons maintenant aux différentes apolipoprotéines des lipoprotéines. Vous avez l'ApoB48, c'est la principale apolipoprotéine des chylomicrons. Vous avez l'ApoB100, c'est la principale apolipoprotéine des VLDL et des LDL. Ensuite, vous avez les ApoA1 et les ApoA2 sont les principales apolipoprotéines des HDL. Et à la fin, vous avez les ApoE et C. C'est des apolipoprotéines qui sont transférables entre les différentes lipoprotéines. Concernant le métabolisme, vous avez deux grandes voies. Vous avez la voie exogène qui concerne le métabolisme des chylomicrons et vous avez la voie endogène, c'est la voie du métabolisme des VLDL, des LDL et des HDL. Pour plus de détails, essayez de revoir vos cours de deuxième année pharmacie pour bien comprendre les pathologies ou ce qu'on appelle les dyslipoprotéinémies. Passons maintenant à l'exploration d'une anomalie lipidique. Donc pour l'exploration, vous avez le prélèvement et l'aspect du sérum, c'est une étape qui est très importante, et vous avez le dosage des différents composants lipidiques. Prélèvement et aspect du sérum. L'aspect du sérum, c'est un examen essentiel du bilan lipidique qui permet d'orienter le clinicien dès le début pour classer une dyslipoprotéinémie. Donc pour ce qui est conditions préanalytiques, donc l'eau elle est permise en tout temps, mais un jeûne de minimum 12 heures est recommandé, surtout pour le dosage des triglycérides. Prélèvement sur tube sec ou avec un anticoagulant, il faut maintenir un régime alimentaire habituel 3 jours précédant le prélèvement. Voyons maintenant les trois aspects du sérum qu'on peut obtenir. On peut obtenir un sérum clair, un sérum trouble ou opalescent et un sérum lactescent. Un sérum clair donc signifie qu'il n'y a pas de chylomicrons ou bien un faible taux de VLDL. Sachez bien qu'un aspect clair n'exclut pas une dyslipoprotéinémie. Vous avez également un aspect opalescent qui oriente vers un excès de VLDL. Par contre, un sérum lactescent normalement signifie la présence de chylomicrons. Pour le test de crémage, donc là c'est pour confirmer la présence effective de chylomicrons. Donc qu'est-ce qu'on fait? On procède au test de crémage, donc qui consiste à conserver votre sérum lactescent à 4 degrés Celsius pendant 24 à 48 heures. Normalement après ce temps de conservation, vous avez la formation d'un nano crémeux parce que les chylomicrons c'est des particules très légères qui tendent à remonter en surface, formant ce qu'on appelle ce collet crémeux.
Pour le dosage des différents composants lipidiques, donc vous avez le bilan de routine qui comporte le dosage du cholestérol total, le dosage des triglycérides, le dosage du cholestérol HDL, le dosage et calcul du cholestérol LDL. Par contre, pour le bilan de seconde intention, vous avez l'ultracentrifugation de flottation, le lipoprotéinogramme et vous avez le dosage des, c'est-à-dire des apolipoprotéines A et B. Et également, on peut calculer des formules, ce qu'on appelle les indices d'hétérogénécité. Alors, commençons par le dosage du cholestérol total. Pour le dosage du cholestérol total, vous avez une estérase, cholestérol estérase. Elle va hydrolyser les esters du cholestérol en cholestérol libre, plus acide gras. Ensuite, le cholestérol libre subit une oxydation pour donner le cholesténone plus le peroxyde d'hydrogène. Et à la fin, vous avez le peroxyde d'hydrogène qui va réagir avec un chromogène incolore qui est le 4-amino-antipérine sous l'action d'une peroxydase pour donner un chromogène coloré qui absorbe à 520 nanomètres. C'est une méthode, donc si vous voyez bien, c'est une méthode enzymatique colorimétrique appelée la réaction de Trinder. Et bien sûr, l'intensité de la coloration est proportionnelle à la quantité initiale de votre cholestérol. Pour les valeurs normales, donc pour les personnes moins âgées, leur cholestérol doit être inférieur à 1,77 g par litre. Pour les personnes âgées entre 20 et 65 ans, il doit être inférieur à 2 g par litre. Et pour les personnes âgées, donc vous avez un taux du cholestérol doit être inférieur à 2,30 g par litre. Maintenant, passons maintenant au dosage des triglycérides. Les triglycérides sont dosés par des méthodes enzymatiques, qu'elles soient colorimétriques ou bien cinétique. Dans ce cours-là, je vais détailler la méthode de Trinder, c'est-à-dire enzymatique colorimétrique. Pour la méthode, c'est-à-dire la réaction de Trinder, vous avez les triglycérides qui subissent une hydrolyse sous l'action d'une lipase pour donner le glycérol et acide gras. Ensuite, le glycérol sera phosphorylé sous l'action d'une glycérolkinase pour donner le glycérol 3-phosphate plus ADP. Ensuite, le glycérol 3-phosphate subit une oxydation pour donner le peroxyde d'hydrogène. Et à la fin, vous avez le peroxyde d'hydrogène qui va réagir avec un chromogène incolore qui est le 4-aminophénosone pour donner un chromogène coloré qui absorbe à 520 nanomètres. Pour les valeurs normales des triglycérides, les triglycérides doivent être inférieurs à 1,50 g par litre. Concernant le dosage du cholestérol HDL, c'est-à-dire il s'agit d'une méthode de précipitation en utilisant un agent précipitant. Justement, ces méthodes de précipitation étaient longtemps utilisées pour le dosage du cholestérol HDL. Donc, votre agent précipitant, il va précipiter les lipoprotéines à ApoB qui sont les VLDL et les LDL. Ensuite, après centrifugation, on va doser directement le cholestérol HDL, c'est-à-dire sur le surnageant, par les mêmes techniques utilisées pour le dosage du cholestérol total. Exemple d'agent précipitant utilisé, vous avez l'acide phosphotungstique en présence du MgCl2, vous avez l'héparine en présence du M1Cl2 ou bien le polyéthylène glycol. Cependant, les triglycérides interfèrent sur cette précipitation à partir d'une concentration de 5 g par litre et ça reste des méthodes qui sont longues et qui ne sont pas automatisables. Donc c'est pour ça, récemment, ces méthodes de précipitation ont été remplacées par un dosage direct du cholestérol HDL. Alors, c'est très simple pour le dosage direct. En plus du réactif utilisé pour le dosage du cholestérol total, on trouve soit des polyanions, bien des détergents, ou encore des anticorps anti-ApoB. Dans le rôle, c'est-à-dire de ces derniers, soit est d'inactiver les apolipoprotéines à ApoB, ou bien de les masquer carrément. Et dans ce cas-là, le réactif va interagir seulement avec le cholestérol contenu dans les HDL. Le dosage du cholestérol HDL permet de mieux préciser et de définir le risque athérogène. Plus le cholestérol HDL est augmenté, plus c'est un facteur protecteur contre le risque cardiovasculaire et donc plus le risque athérogène est faible. Alors pour les valeurs normales chez l'homme, ça varie entre 0,35 et 0,55 g par litre. Par contre, chez la femme, ça varie entre 0,45 et 0,65 g par litre.